La communauté internationale reste mobilisée pour le Mali. L'Afrique du Sud a offert cet après-midi des vivres de première nécessité de plus de 4 milliards de francs CFA à notre pays. Et la SEMSAD vient de remettre un chèque de 500 millions de francs CFA pour la MISMA. Les dons ont été remis au président de la République par intérim. La formation de l'Union européenne en faveur de l'armée malienne se précise. Le ministre allemand de la Défense s'est rendu aujourd'hui à Koulikoro, au camp Boubacar Sadassi, pour vérifier si tout est fin prêt pour le bon déroulement de la mission. Notre dossier du jour traite de la forte chaleur en ce mois de mars. Cette année, la canicule a débuté plus tôt que l'année dernière avec une température de 39 degrés. Quelles sont les causes de cette chaleur précoce et comment s'en protéger? Les réponses tout à l'heure en fin de journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Mardi 19 mars, bienvenue dans cette édition. L'Afrique du Sud a remis cet après-midi à notre pays du maïs, de l'huile, du sucre, du lait, entre autres, pour un coût de plus de 4 milliards 591 millions de francs CFA. La cérémonie de remise était présidée par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, en présence de plusieurs hautes personnalités. Et c'était aussi en présence de notre reporter Mahamadou Doumbia. Donc voici le reportage. Du maïs, de l'huile, du sucre, du lait et du thé pour une valeur de plus de 4 milliards 591 millions de francs CFA, c'est le don que vient de faire l'Afrique du Sud pour le Mali. Consciente que depuis janvier 2012, notre pays traverse des moments très difficiles engendrés par des terroristes et narcotrafiquants, l'Afrique du Sud, par ses gestes, vient tout simplement au secours d'un pays ami de très longue date. Les barons de la drogue associés de narcotrafic ont apporté les misères dans les villages et les régions entières au nord du pays. Notre ministre de Relations internationales et de la coopération a alors que décidé que l'Afrique du Sud ne peut pas rester les bras croisés et regarde un pays ami comme le Mali traverse de telles difficultés. La création d'un département en charge de l'action humanitaire répond de ce souci constant du gouvernement de porter secours à nos populations en difficulté. Aujourd'hui, Monsieur le Président, l'aide que nous recevons est constituée de 3100 tonnes de maïs, dont 955 déjà réceptionnées à Bamako, 2100 tonnes de sucre, dont 993 actuellement dans les magasins, 84 tonnes de lait, dont 33 réceptionnées, et 60 000 bidons d'huile de 20 litres en provenance de la Côte d'Ivoire, dont 36 265 sont déjà présents au Mali. Les relations entre l'Afrique du Sud et le Mali qui existent depuis longtemps se raffermissent d'année en année. Mieux, le partenariat entre nos deux pays doit être encore plus fort pour la reconstruction des régions du nord du Mali, où tout est à reprendre. C'est la preuve que la qualité des relations entre le Mali et l'Afrique du Sud est exceptionnelle. Ces relations ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ont été forgées par l'histoire, la longue et passionnante histoire de l'Afrique du Sud, qui se battait contre l'apartheid, pour la justice et pour la dignité de l'homme tout court. Nelson Mandela, Steve Biko, Walter Sisulu, Oliver Tambo et d'autres noms célèbres ont été de ce combat. J'exhorte l'Afrique du Sud à assister davantage la région de Tombouctou. Je me fais également l'avocat des populations du nord du Mali pour inviter votre pays, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à soutenir l'État malien dans l'important programme multidimensionnel qui se dessine pour la reconstruction des régions du nord, Tombouctou, Gao, Kidal et Mopti dans sa région septentrionale. J'attache un prix particulier à la relance du volet de la cimenterie de Ombori, dans lequel votre pays a déjà investi beaucoup de temps, d'énergie et de ressources. Soyez aussi mon interprète, Monsieur l'ambassadeur, pour remercier à mon nom et au nom du peuple malien le président Jacob Zuma
et le peuple sud-africain pour le financement de l'impressionnant volet humanitaire pour notre pays. Déjà après cette cérémonie, un convoi humanitaire de 8 camions affrétés par le département en charge de l'action humanitaire en direction de Gao était déjà prêt. Ils sont remplis de riz, de mil, de sucre, de lait, d'huile et de couscous. 500 millions de francs CFA, c'est le soutien que la SENSAD apporte au Mali. Le fonds est destiné à appuyer les opérations de la MISMA. Le secrétaire général par intérim de la SENSAD, Ibrahim Sani Abani, a symboliquement remis le chèque au président de la République par intérim. Et juste après, le chef de l'État a reçu des représentants du collectif des ressortissants du Nord. Ils sont venus annoncer au président Traoré l'organisation d'un forum sur la situation politique et sécuritaire au Mali. Le point, c'est avec Ibrahima Traoré. La SENSAD apporte son soutien financier au Mali. Elle met dans la cagnotte 500 millions de francs CFA. La somme est destinée à appuyer la force africaine en mission au Mali. C'est une décision prise récemment en N'Djamena au Tchad, à l'issue du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SENSAD. Les chefs d'État ont convenu de réaffirmer leur attachement à la souveraineté, à l'unité, à l'intégrité territoriale du Mali, également leur soutien à tous les efforts menés par le gouvernement malien pour restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, afin que puissent être créées les conditions d'un déroulement sans accroc de la feuille de route et donc de l'organisation dans les délais convenus des élections. Le chef de l'État par intérim a également reçu certains représentants du collectif des ressortissants du Nord. Au menu de leur entrevue, l'évolution de la situation politique et sécuritaire du pays. Sur la question, le Coren envisage d'organiser un grand forum le mois prochain à Bamako. Les participants à ce forum, c'est l'ensemble des forces vives maliennes. Les ressortissants du Nord, les communautés du Nord à travers les représentants légitimes, les notabilités du Nord, mais également les communautés des autres régions du Mali, la diaspora, mais également des organisations internationales qui disposent de compétences avérées dans les différents thèmes qui sont donc prévus au forum. La date précise de la rencontre sera communiquée dans les prochains jours, indique le président du collectif des ressortissants du Nord. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest a achevé hier sa visite au Mali par une conférence de presse. Mactar Diop a fait le point de son séjour dans notre pays, marqué par la relance de la coopération entre le Mali et l'institution financière. Actuellement, environ 90 milliards de francs CFA sont mobilisés pour le Mali. Ibrahima Traoré était à la conférence. 3 grandes opérations sont engagées au Mali par la Banque mondiale. La première, déjà en cours, vise à accompagner le pays à réussir sa transition. La banque a décaissé pour cela 30 milliards de francs CFA. Elle entend procéder très vite à un financement additionnel de 10 milliards de francs CFA. Dans les 2 mois à venir, il est prévu une opération pour les filets sociaux, une action qui coûtera environ 35 milliards de francs CFA. La dernière opération est un appui budgétaire de 30 milliards de francs CFA. Nous espérons tous, en tant qu'amis du Mali, que le processus politique va se passer de manière, va être conclu de manière positive et que les élections vont avoir lieu selon le calendrier que les autorités vont finaliser, car nous pensons que cela va permettre de créer une situation qui soit une situation un peu plus stable au point de vue institutionnel et permettre aussi au reste du monde de continuer à apporter le soutien dont le Mali a tant besoin. La Banque mondiale concrétise ainsi son engagement à soutenir le Mali dans cette phase difficile de son histoire. Mactar Diop rassure que son institution continuera à défendre les dossiers du Mali pour mobiliser davantage la communauté internationale. La formation de l'Union européenne en faveur de l'armée malienne se précise. Le ministre allemand de la Défense en visite dans notre pays s'est rendu à Koulikoro. Thomas de Mézières était au camp Boubacar Sadassi qui doit abriter la formation pour voir le niveau des travaux indispensables au bon déroulement de l'activité. Il était accompagné par son homologue malien, le général Yamoussa Kamara, et le chef de la mission de formation de l'Union européenne. Fousseni Tunkara pour les détails de cette visite.
L'amitié entre le Mali et l'Allemagne se renforce. Pour preuve, le camp Boubacar Sadassi, qui doit abriter la formation destinée aux militaires, vient d'accueillir le ministre allemand de la Défense. Thomas Merzier dit venir s'imprégner de l'état d'avancement des préparatifs de cette formation qui débutera le 2 juillet prochain selon le calendrier fixé par les autorités militaires en charge de la question. Au cours de cette visite qui a duré 3 heures de temps, le ministre allemand, accompagné par son homologue du Mali, a pu constater de visu les travaux en cours. Il s'agit du sentier de l'infirmerie, des logements pour les formateurs en rénovation, le réfectoire et le champ de tir situé à quelques kilomètres du camp. À l'issue de ce parcours, le visiteur du jour s'est dit satisfait. Pour la plupart des soldats, il est prévu un logement qui, à notre avis, est tout à fait acceptable. Tout d'abord, viendront ici les soldats de santé qui arriveront dans les prochains jours, qui plus tard auront leur propre bâtiment. Donc les conditions extérieures sont réunies, permettant une bonne formation. Mais je suis également venue pour émettre un signal en Allemagne. Le travail que font les soldats ici, indépendamment de la provenance en Europe, mérite beaucoup de respect. Aujourd'hui, la situation sécuritaire dans la région de Kolikoro est bonne. Le front est clairement stabilisé au nord. Et nos alliés et amis maliens conduisent une opération de contrôle de la forêt de Ouagadou pour lever toute hypothèque sur la présence éventuelle de groupes djihadistes armés qui auraient pu s'infiltrer dans cette zone-là. Nous ne ménagerons aucun effort pour vous aider à nous aider, a déclaré le ministre de la Défense du Mali. Le général Yamoussa Kamara a salué la solidarité accordée à notre pays qui est sur le chemin de recouvrir l'ensemble de son territoire. Tout ce que j'ai vu, c'est vraiment heureux, c'est de grands travaux. Après tout, c'est nous qui allons bénéficier de tout ça. Je pense que c'est une occasion formidable qui nous permettra de mettre nos structures de formation à niveau et qui va réjaillir favorablement sur la qualité de la formation dispensée ici au centre d'instruction de Kolikoro. Il faut rappeler que cette formation exceptionnelle touchera plus de 4 bataillons autonomes et coûtera environ 8 milliards de francs CFA. Et puis, cette nouvelle d'Addis Abeba a porté à votre attention. Le président de la République fédérale d'Allemagne en visite en Éthiopie a rencontré les membres du comité des représentants permanents COREP, c'est-à-dire les ambassadeurs et autres représentants accrédités auprès de l'Union africaine. C'était hier au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, occasion pour Joachim Gauck de saluer le parcours de l'organisation africaine qui s'apprête à souffler ses 50 bougies au mois de mai. Pour lui, beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. L'économie de plusieurs États est en nette croissance et la démocratie se construit sur le continent. Reste le défi de la paix et de la sécurité. Et sur ce point, a-t-il dit, l'Allemagne continuera à soutenir l'Union africaine dans ses efforts pour la paix et la sécurité. Le président allemand n'a pas manqué d'évoquer la situation au Mali. Selon lui, lorsque la terreur est conduite à l'échelon mondial, une réponse régionale ne suffit pas. L'Allemagne soutient la lutte contre les terroristes et sur le plan militaire et sera partenaire de l'Union africaine dans ce combat, a-t-il souligné. C'est ce que nous signale notre correspondant à Addis Abeba, Alassane Djambeli. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était aussi à Kolikoro ce matin pour visiter les installations de l'Institut Polytechnique rural et de recherche appliquée, IPR-IFRA, une occasion pour Messaoud Ould Mohamed Labib de s'entretenir avec le corps professoral et les étudiants de l'Institut. La correspondance de Seydou Traoré. Avec 1109 étudiants encadrés par 152 enseignants pour cette année académique 2012-2013, l'Institut Polytechnique rural de formation et de recherche appliquée, IPR-IFRA, constitue aujourd'hui un véritable réservoir en matière de formation de cadres chercheurs. En recevant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'administration, le corps enseignant et les étudiants ont montré et expliqué aux visiteurs les acquis et les contraintes de l'Institut. Il s'agit de la visite dans les locaux de la bibliothèque, la salle informatique, les laboratoires biotechnologie, nutrition animale, lutte intégrée et sol. Le ministre et sa suite se sont ensuite rendus au campus et au centre de formation continue.
En dernière étape, le ministre Messaoud Ould Mohamed Labib a rencontré le corps enseignant et les étudiants. C'est là, après la détermination de l'administration de Katibougou, à relever les défis. Le nouveau statut DPST qui vient d'être accordé à notre institut, avec comme toile de fond une plus grande autonomie de gestion administrative, financière et comptable, sera pour nous un puissant levier pour mieux faire face à nos missions de formation, de recherche et d'appui aux communautés rurales. Le syndicat des enseignants et le comité AM de l'Hyper-IFRA ont souligné au ministre les différentes préoccupations du moment. Le visiteur et sa délégation ont apporté des éléments de réponse aux différentes sollicitations. J'ai également mesuré les menaces qui pèsent sur la réserve foncière de l'Institut, le niveau de dégradation élevé des infrastructures et des équipements, les difficultés de financement qui réduisent les ambitions légitimes de la structure. Pour tous ces défis, nous avons étudié les conditions dans lesquelles il va falloir les résoudre dans les meilleurs délais. En quittant Katibougou, le ministre a exhorté l'équipe de l'Hyper-IFRA à mettre un accent particulier sur le partenariat public-privé, notamment dans la valorisation des recherches en cours. Le collectif des élus du Nord a tenu à Ségou une rencontre entre les acteurs impliqués dans la gestion de la crise sécuritaire et humanitaire du Nord du Mali. L'objectif est de faire l'état des lieux de la situation des déplacés et d'apprécier leurs conditions de vie. De Ségou, la correspondance de Brahima Koné. Le collectif des élus du Nord, Colène, se propose de contribuer aux efforts de paix amorcés au Mali. C'est cet esprit qui a valu cette rencontre avec tous les acteurs impliqués dans la gestion de la crise sécuritaire et humanitaire du Nord. Au menu des débats, l'amélioration des conditions de vie des populations déplacées du Nord dans la région de Ségou et des dispositions à prendre pour leur retour dans leur localité. J'ai constaté que ici il y a le Diatiguia. J'ai constaté également que les populations qui sont là ont bénéficié, autant que possible, des dons, des généreux donateurs. Et que la répartition également se fait correctement, conformément aux instructions des autorités régionales. Il était bon que nous puissions échanger par rapport à ce qui reste à faire, c'est-à-dire non seulement le retour des déplacés, la reconstitution du tissu économique au nord, la reprise des activités économiques et en même temps, surtout, le problème primordial aujourd'hui, la mission qui reste à faire, c'est-à-dire l'organisation des élections. Et le collectif des élus du Nord de faire un geste symbolique d'1 million de francs CFA envers les déplacés du Nord à Ségou. Le dialogue ouvert entre le collectif des élus du Nord, Colène, et les autres acteurs concernés constitue un autre geste participatif à la restauration de la paix au Mali. Ouverture ce matin ici à Bamako d'un atelier de formation des assistants parlementaires et du personnel législatif sur la technique administrative. C'est pour leur apprendre la maîtrise des techniques administratives avant les prochaines échéances électorales. L'atelier est organisé par le NDI en partenariat avec le PNUD. Fatoumata Kone. Après la période de transition, il faut obligatoirement des élections pour la bonne marche des institutions. Parmi ces institutions figure l'Assemblée nationale. Et les nouveaux arrivants doivent impérativement connaître les dossiers concernant le Parlement. Cela se fait avec la complicité des assistants parlementaires et personnel législatif. En attendant ces élections, le NDID, en partenariat avec le PNUD, a initié cette formation à l'intention des assistants parlementaires et personnel législatif. Ils doivent être à mesure de préparer des documents, d'organiser des séances et des réunions, de faire la mise en forme finale des lois qui résultent des débats et votes. Un personnel chevronné est une condition importante de l'aptitude des parlementaires à exercer leurs fonctions de contrôle et de décision. Les programmes de formation axés en particulier sur le personnel des parlements doivent représenter une priorité permanente de notre institution. Les assistants parlementaires et le personnel législatif qui sont chargés du travail d'appui technique aux députés et aux commissions sont les véritables artisans du travail législatif, des exigences du travail parlementaire, des sollicitations diverses des citoyens et leurs exigences,
des contraintes du travail législatif. Ils n'ont pas l'occasion de profiter de formations professionnelles afin d'être familiarisés avec les nouvelles techniques de recherche. De Jam Dujar, cette session a été suivie d'une formation sur les outils technologiques de recherche législative, entre autres. Hors de nos frontières, le roi Mohamed VI du Maroc est en visite au Sénégal pour renforcer la coopération entre les deux pays. Une visite mise à profit pour signer des accords, notamment dans les domaines du transport et de l'énergie, et pour voir certaines réalisations faites par le Maroc au Sénégal, parmi lesquelles la clinique ophtalmologique Mohamed VI, entièrement financée par le Maroc et inaugurée par le roi et le président Macky Sall. Ouf de soulagement que les populations de Guédiawaye, Cambérène, Pikine, Dalifort et des parcelles assainies dans la banlieue de Dakar accueillent cette clinique ophtalmologique. Elles sont désormais dispensées des déplacements coûteux et de nombreux embouteillages pour aller se faire consulter au centre-ville. Et cerise sur le gâteau, les consultations sont gratuites. Effectivement, les consultations sont gratuites. Nous en sommes heureuses parce que nous ne payons rien. Nous qui sommes dans la banlieue, bon, nous sommes très heureux d'avoir une clinique de cette envergure avec du matériel de dernier cri. Offerte par le souverain chérifien et inaugurée lors de son séjour de 72 heures au Sénégal, la clinique Mohamed VI dispose de postes de consultation pouvant diagnostiquer différentes pathologies ophtalmologiques avec une capacité d'accueil de 50 000 malades annuellement. C'est dans une zone assez peuplée et aussi où il y a beaucoup de personnes déshéritées. Donc cela va apporter beaucoup à notre système de santé. Non loin de la clinique, cette unité pharmaceutique qui fabrique des produits anti-infectieux et des antidiarrhéiques a été entièrement financée par le Maroc à hauteur de 8 millions d'euros. Avec cette usine, nous espérons donner aux patients sénégalais un produit de qualité avec des prix accessibles et nous espérons aussi exporter ces produits dans la région, dans les pays avoisinants. Le Sénégal et le Maroc ont en outre signé 2 accords de coopération dans les domaines du transport et des énergies. Après le contentieux qui avait entraîné en 2009 l'arrêt des activités de la compagnie aérienne Air Sénégal International, c'est désormais le réchauffement entre Dakar et Rabat. Et le roi du Maroc, Mohamed VI, est également attendu en Côte d'Ivoire et au Gabon. Retour à l'actualité nationale. Certaines zones du nord du Mali se préparent pour l'organisation des élections. Pour voir la faisabilité de ce scrutin du 31 juillet, une mission de la CENI a séjourné à Tombouctou. Les responsables ont échangé avec les autorités communales, la CENI locale, les membres du comité de crise et les notables. C'est un reportage de la DIRPA avec la voix de Adama Djimidi. La mission conduite par le président de la CENI qui vient de séjourner à Tombouctou avait un objectif précis. Il s'agit pour nous de faire le point de nos démembrements, de savoir quels sont ceux qui sont sur place, qu'est-ce qui manque au démembrement pour pouvoir effectivement les équiper afin d'entamer pleinement les activités de terrain en rapport avec les élections. Les préparatifs sur le terrain dépendent a priori du retour de l'administration. Je pense que le chronogramme que le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a prévu, ce chronogramme prévoit le retour de l'administration dans toutes les régions nord avant une certaine date. Si mes souvenirs sont bons, je pense que plus tard, au mois d'avril-mai, l'administration doit être retournée dans les zones libérées. Si cela est fait, nous, CENI, nous serons prêts aussi à côté de l'administration. Tombouctou, comme partout au Mali, les élections constituent la préoccupation majeure après la libération du pays. Recevoir aujourd'hui le président de la CENI pour discuter de la faisabilité des élections, je suis vraiment très heureux et je pense que ça pourra quand même désormais éclairer tous les Maliens que les élections sont possibles et les élections se feront. Inch'Allah. Quant aux membres du comité de crise, ils ont une autre lecture de la situation. Tant qu'il n'y a pas des autorités bénéficiant de la confiance des gens, bénéficiant également du suffrage de toutes les communautés, il va être difficile d'avoir les coups de franche pour pouvoir poser des actes, surtout à un moment où on a besoin de consensus. Cette première mission de la CENI au nord du pays est un signal fort que tout est possible avec l'engagement des différents acteurs.
Les commerçants et transporteurs de Gao sont en colère contre la douane de Sévaré. Ils l'ont fait savoir au cours d'une réunion tenue à Gao. Ces douaniers auraient mené une opération le dimanche 10 mars contre ces commerçants et transporteurs à Douanza. Selon eux, la douane a saisi 7 millions de francs CFA en espèces et 4 véhicules dont l'un contenait des marchandises d'une valeur de 14 millions de francs CFA. Les précisions sur cette affaire avec Daouda Sidiki Diarra et Massan Doumbia. Après le départ de l'administration de la ville de Gao, les transporteurs et les commerçants se sont organisés pour approvisionner les populations en denrées de première nécessité. Ils échangeaient contre du mil, du riz et du sorgho. Depuis que l'événement est venu, les douanes de Niger ne peuvent pas faire le transit ici. Ils vont dire qu'ici, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de douane, il n'y a pas de personnes, donc ils refusent de faire le transit. Donc ce qu'on voit travailler là, c'est les régions, les 4 nord là, les 4 régions là qui ont des difficultés seulement. On va ici, on prend ça là, on va changer ici. On n'a pas de commerce ici. Avec la reprise des activités, cet élan a été brisé par la douane de Sévaré. 4 de leurs véhicules et des sommes importantes ont été saisies. Dimanche le 10 mars 2013, au niveau de Douanza, 4 véhicules ont été saisis par la douane. Et avec des matériels, ils ont pris de l'argent avec les... D'abord, ils ont pris 3 millions en première position. Ensuite, 4 millions. Encore ça fait 7 millions. Plus, comme on appelle, la valeur de denrées qui se trouvent dans les camions qui évalue à 14 millions. Donc, en tout, ça fait 21 millions. Ils n'arrivent pas à comprendre cela. C'est pourquoi ils ont tenu la réunion d'hier. Si c'est le gouvernement qui a autorisé à la douane de faire ça, et ils voient ça vraiment que c'est très tôt pour pouvoir, comme on appelle, appliquer la voie légale sur eux. Même si tel est le cas, il faut d'abord les informer pour leur dire que désormais il y a eu un changement. Retour à Bamako où l'état d'ordure constitue un véritable casse-tête pour les populations car ils sont par exemple source de maladies. Pour remédier à cette situation d'insalubrité, le gouvernement vient d'élaborer un nouveau plan d'action. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement était ce matin sur le site du dépôt de transit de Doumazana en commune 1 pour justement proposer ce plan aux riverains. De quoi s'agit-il exactement? La réponse avec Tchemoko Konaté. La prolifération des maladies diarrhéiques et les infections respiratoires sont entre autres risques liés aux ordures. Outre ces désagréments, les ordures posent un véritable problème d'environnement dans la ville de Bamako, d'où la nécessité des actions d'urgence. Voilà qui justifie la présence ce mardi du ministre des tutelles sur le site du dépôt de transit de Doumazana en commune 1 du district de Bamako. Ousmane Agrissa est venu s'enquérir de l'état des lieux avant d'évoquer les mesures envisagées par le gouvernement dans ce sens. Cette visite du ministre a été saluée par les autorités municipales et les habitants de la périphérie. Nous pensons que la visite de M. le ministre est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, ça permet quand même de rapprocher le pouvoir au gouverner. En attendant la mise en œuvre des projets d'assainissement, la population doit prendre son mal en patience. Nous avons eu une dernière rencontre avec les responsables des associations qui gravitent autour de ce dépôt. Et il nous a fallu vraiment beaucoup de courage et beaucoup de temps avant de réussir à les convaincre. Il faudrait que la population comprenne que le problème de l'assainissement, c'est une préoccupation de toutes les autorités. Nous sommes engagés, nous sommes décidés à améliorer le visage de notre capitale. Je pense que ne serait-ce que, en tout cas, donner le signal, démarrer des actions d'urgence dans ce sens. C'est un travail que nous voulons commencer, que nous voulons achever d'ici l'hivernage. Ce projet d'assainissement, a conclu le ministre, est l'une des missions assignées au gouvernement de transition. Parlons logement. 65 membres de l'amicale des diplômés en sciences économiques viennent de bénéficier de 3 hectares assises à Munumba sur la route de Koulikoro pour y construire leur habitation. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet élaboré par les membres de l'association. Les frais d'acquisition unitaire s'élèvent à 410 000 francs CFA. Le ministre en charge du logement a remis les titres fonciers. Reportage de Tchemoko Konaté. Permettre à ses membres de s'approprier un logement décent à moindre coût,
Telle est l'ambition de l'amicale des diplômés en sciences économiques. Cette volonté vient de se matérialiser à travers la remise des titres fonciers à 65 membres de l'association. C'est une superficie de 3 hectares qui est répartie entre les heureux bénéficiaires. Pour avoir un habitat, un chez soi au Mali, présentement, vous savez, acquérir un titre foncier, c'est pas de donner à tout le monde. Mais avec nos connaissances économiques, avec nos échanges, la solidarité aidant, ça nous a permis d'avoir des titres fonciers. Comme prix d'acquisition unitaire, chacun des bénéficiaires a déboursé une somme de 410 000 francs CFA. C'est une première opportunité que l'amicale a saisie pour avoir des logements pour les membres. Et je suis vraiment heureux d'être parmi les premiers bénéficiaires et je me sens vraiment à l'abri du besoin de logement bientôt. L'amicale entend continuer sur cette lancée au bonheur de ses 250 membres. Saluant son exemplarité, le ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme a réitéré l'engagement de son département à accompagner ces projets. Soyez rassurés que je ne ménagerai aucun effort pour continuer à être à vos côtés pour les prochaines phases de ce projet, à savoir la construction de vos logements. Par ces actions exemplaires, la coopérative d'habitat de l'amicale des diplômés en sciences économiques nous démontre que la forme d'entreprise coopérative est une alternative crédible pour l'accès aux fonciers. Selon les membres de l'amicale, le démarrage des travaux de construction de ces logements est prévu dans un futur immédiat. La cité est baptisée Abdoulaye Youssoufa Sidibé, l'un des bénéficiaires tombés à la fleur de l'âge. La cérémonie a pris fin par une visite guidée du site. Ouverture hier à Nioro du Sahel de la Ziyara annuelle de la famille d'El Hadj Oumar Tall. Pendant une semaine, les fidèles musulmans liront le Coran et feront des prières pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre pays. De Nioro du Sahel, la correspondance de Moussa Diakité. C'est dans un état de sobriété totale et sous une forte surveillance policière et militaire que s'est déroulée l'ouverture de l'édition 2013 de la Ziyara el-Oumarienne de Nioro du Sahel. Elle est la 6e organisée par Tcherno Amadou Hadi Tall, après les rappels à Dieu de son père en 2007. Malgré la situation que traverse notre pays, des fidèles musulmans, des érudites et quelques grands prêcheurs ont effectué le déplacement. Il s'agira alors pour les participants de prier de jour comme de nuit pendant une semaine pour le retour rapide de la paix dans notre pays, d'implorer Allah le miséricordieux par la lecture du Saint-Coran et de prêcher avec des thématiques porteuses. Nous avons tenu à prendre des dispositions sécuritaires pour assurer le déroulement normal de cette activité qui rentre dans le cadre des activités normales pour faire des bénédictions pour notre pays, pour que notre pays retrouve sa place qui est la sienne dans le concert des nations. Cette édition est une édition spéciale. Pourquoi? Parce que nous allons multiplier les prières, multiplier les invocations pour la stabilité de ce pays. Après la prière et les Fatiha de El Hadj Madiassa Diakité, imam de la grande mosquée de vendredi de Nioro, et de Bachorno Aïdara, représentant des shérifs de Konyakari, c'est donc parti pour l'édition 2013 de la Ziyara el-Oumarienne de Nioro du Sahel. Que Dieu exauce son neveu. Sport football, Coupe d'Afrique des Nations Juniors Algérie 2013. Demain, mercredi, le Mali fera sa 2e sortie contre la République démocratique du Congo au compte de la 2e journée dans le groupe B. Pour cette rencontre, l'objectif de Ali Yirango et de ses partenaires est très simple, empocher les 3 points de la victoire. Toute chose qui assurera une place en demi-finale et le ticket pour la Coupe du Monde de leur catégorie. Comment les Aiglons préparent-ils ce rendez-vous important? La réponse avec nos envoyés spéciaux à Oran, Ousmane Dao et Mamadou Sidibé. Après l'euphorie de la victoire contre le Nigeria en match inaugural de ce groupe B, les Aiglons se tournent à présent vers la République démocratique du Congo. Une rencontre différente de la première à cause de l'enjeu pour les nôtres parce qu'une victoire assure le ticket pour les demi-finales mais aussi la qualification à la Coupe du Monde de leur catégorie. C'est pourquoi le match est préparé avec toujours la même envie de gagner, le sérieux et la concentration pour aborder de façon sereine le rendez-vous de la RD Congo. C'est une petite finale pour nous. C'est un match très important pour nous. Je confie aux jeunes. Et puis, leur force, ils ont envie de jouer. Ils ont
volonté, le mental qui est très très important. Mentalement, ils sont sur place. Ça, c'est un atout pour moi. On va préparer les matchs comme les matchs passés. Bon, on va essayer de parler entre nous. On va préparer mentalement, physiquement pour gagner les matchs. Pour continuer leur envol dans cette 8e Coupe d'Afrique des Nations juniors, les Aiglons peuvent compter sur le soutien de tout le peuple malien, même s'ils sont loin car ils représentent le drapeau national. Au peuple malien, je dirais de croire en leur équipe et de soutenir leur équipe. J'ai déjà dit aux joueurs, qu'en les envoyant ici, le peuple malien fait d'énormes sacrifices. Donc le peuple compte sur eux vraiment pour leur apporter un peu d'éclaircie dans cette situation que nous vivons aujourd'hui. Le peuple compte sur eux aussi pour faire rayonner le nom du Mali à travers le monde. Le peuple compte sur eux pour hisser très haut le drapeau malien. À présent, la balle est dans le camp des protégés de Moussa Keïta Dougoutigi, même si le football rime avec confiance et méfiance, car un match n'est jamais joué d'avance, surtout dans les compétitions de jeunes. Pour cette deuxième sortie, l'équipe comptera sur le retour de suspension du défenseur Mahamadou Traoré de l'AS Bakary Dion et de l'avancement du Djoliba AC Mahaman Sissé qui reviennent blessure. Mali, République démocratique du Congo, c'est ce mercredi à partir de 16h30 au stade du 19 juin à Oran en Algérie. Voilà, et c'est un match à suivre en direct sur nos antennes à partir de 16h30, donc demain. Bonne chance aux Aiglons. Cet après-midi, au compte de la deuxième journée, toujours dans la CAN Junior Algérie 2013. Dans le groupe A, le Ghana a battu le Bénin 1-0. Le résumé du match avec Abdul Karim Kaba. Au Omir, après la défaite en première journée contre l'Égypte, le Ghana doit gagner pour ne pas quitter la compétition. Contre le Bénin, l'objectif est clair. À l'entame, les jeunes Ghanéens attaquent à outrance. À l'espace de 10 minutes, ils se présenteront devant la cage béninoise sans pourtant mettre le ballon au fond des filets. Côté béninois, pas beaucoup d'initiatives vers l'attaque. C'est dans ce contexte que la pause intervient. 0-0. À la reprise, 10 minutes ont suffi aux juniors ghanéens pour ouvrir le score. À cette fois, de la tête marque ce but. Malgré la tentative des juniors béninois, aucun autre but ne sera marqué. Score final, 1-0 pour le Ghana. Avec cette victoire, le Ghana se lance dans la compétition. Lors de la troisième journée, le Ghana affrontera l'Algérie et le Bénin croisera l'Égypte. Au compte de la deuxième journée dans la poule B, le Mali jouera contre la RD Congo et le Nigeria en découdra avec les Gabon. Le dossier du jour de la rédaction traite de la forte chaleur en ce mois de mars, ses causes et ses impacts sur la santé des populations, surtout celle des enfants. Cette année, la canicule a débuté avec une température de 39 degrés contre 35 à la même période en 2012. Quelles sont les causes et les conséquences de cette chaleur précoce et surtout comment s'en protéger? Pour le savoir, suivant l'une de nos équipes de reportage dirigée par Ramata Konaté qui est allée à la rencontre des spécialistes de la météo et des médecins. Le mois de mars est une période difficile en raison de la forte chaleur. Cette année, la canicule a commencé avec une température de 39 degrés contre 35 à la même période en 2012. À quoi est due cette forte chaleur? Elle est due à la variation de pression entre l'Europe et le 20 degrés nord, qui est communément appelée oscillation arctique. Mais pour le cas spécifique de cette année, on a une oscillation arctique qui a un indice négatif. Si vous voyez au niveau de l'Europe ces 2 derniers jours, vous voyez qu'il y a une chute de neige terrible. Si tu prends l'altitude, dans les 12 000 mètres d'altitude, nous avons des vents qui atteignent 150 à 200 km/h. Donc ça pousse vers nous. En ce moment, au niveau du Sahara, il y a un certain refroidissement. Donc une fois que ça traverse, ça vient chez nous. Donc on a la chaleur, mais on a aussi l'air qui est humide. L'humidité conjuguée à la chaleur, donc vous voyez que pour rien, on transpire.
À cause de cette interconnexion entre l'atmosphère, l'océan et la terre, le centre et le sud du pays, dont Bamako, connaissent une température qui varie entre 40 et 45 degrés. Cette chaleur a des conséquences sur la santé des populations, surtout celle des personnes âgées et des enfants. D'abord, l'enfant peut présenter des crampes. Ces crampes peuvent intéresser les membres, notamment les doigts. Mais l'enfant peut aussi présenter des états d'agitation, des cris. Et même il s'épuise au moindre effort physique. La forte chaleur est aussi à la base de certaines affections ou maladies de la peau. Tout d'abord, on a les enfants qu'on voit beaucoup en consultation pendant la chaleur pour la bourbouille, communément appelée terani en bambara. Les parents appliquent beaucoup de produits là-dessus, ce qui fait que parfois même ça devient de certaines maladies qu'on appelle ici l'eczéma, c'est-à-dire comme une allergie qui gratte énormément. Il y a également les dermites d'irritation des couches, parce que comme vous savez, les mamans mettent les couches en plastique qui ferment toute la journée tout ce qui est les fesses, les organes génitaux des enfants. Il y a parfois donc des rougeurs au niveau des fesses, donc une forte irritation qui est exagérée en plus par toutes les poudres qu'on met là-dessus et qui s'infectent. Également chez les femmes dépigmentées, il y a un risque de cancérisation de la peau. À ces conséquences de la canicule s'ajoutent d'autres malaises qui perturbent le bien-être des personnes. Bon, ça dérange beaucoup, les gens n'arrivent pas à dormir et il faut aussi boire beaucoup d'eau. Donc là, nous on est beaucoup en difficulté, c'est sûr, le problème d'eau. Actuellement, on a des problèmes, même dans les puits, on n'arrive pas à avoir de l'eau. Il fait extrêmement chaud, parce que moi j'ai eu la malchance de revenir tout de suite dimanche dernier de l'Europe. Alors on m'avait prédit quand même 38 degrés, mais là je vois sur mon compteur quand même 44 degrés. Si l'énergie alors avait pu assurer, alors on aurait dû pouvoir réglementer un peu avec les ventilos et les climatisations. Les gens doivent vraiment prendre des précautions, sinon pour cette année ça s'annonce vraiment très mal. Pour être à l'abri des impacts négatifs de la chaleur, plusieurs comportements sont à éviter. Il s'agit surtout d'éviter de mettre des habits chauds ou lourds sur les nouveau-nés, de se promener sous le soleil ardent, de dormir dans une chambre hermétiquement fermée ou de mettre des chaussures fermées. Par contre, certaines dispositions peuvent être prises en vue d'amoindrir les effets de la chaleur. Tout petit, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 6 mois, même si elles sont à l'allaitement, elles doivent être aussi supportées par leur maman, leur donner à téter fréquemment. Et ceux qui ont l'âge de boire de l'eau, très souvent il faut les assister pour qu'ils puissent boire de l'eau. La première des choses, c'est éviter tous les produits irritants pendant la chaleur, tous les savons parfumés. Il faut revenir à nos savons simples, comme les savons Koulikoro qui sont sans odeur. Également chez les adultes, vraiment les tissus en wax, nos tissus traditionnels sont les bienvenus. Éviter les couches. Chez les enfants, les couches toute la journée en outrance. Des gestes simples qui peuvent sauver les uns et les autres en attendant la baisse de la température. Une diminution étant prévue dans les jours à venir, assurent les spécialistes du climat. La moyenne sera dans les plus courts délais vers les 38 degrés. Bon à savoir, si cette forte chaleur continue et avec une certaine humidité provoquant la mousson, cela pourrait favoriser l'arrivée des premières pluies. Celles-ci, selon les prévisions de la météo, sont attendues en mai. Là, merci Ramata pour toutes ces informations et tous ces conseils qui mettent fin d'ailleurs à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Tout à l'heure, votre émission Sur la ligne de front avec Mohamed Touré. Demain, Sira Batili vous donne rendez-vous à 10h et à 13h. Quant à moi, je vous retrouve à 20h. Merci de votre fidélité. Retrouvez nos émissions sur notre site www.ortm.ml. Merci et bonsoir. Thank you.